Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons comme à l'accoutumée par la météorologie. Il est prévu en cours de nuit des faibles activités pluvio-orageuses sur le sud des régions de Zender et de Maradi, sur le centre et le sud Ader et sur le Tamesna. Dans la région de Tawa, c'est dans une présentation de Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météorologique du jour. Les activités pluvio-orageuses ont bel et bien repris sur le pays hier en cours de soirée avec des précipitations à localement modérées enregistrées sur les régions de Difa et de Zender. Ce matin, c'est une bonne couverture nuageuse qui est observée sur la bande sud du pays avec une bonne remontée du front intertropical. Dans l'après-midi, les conditions atmosphériques étant très favorables au développement des activités orageuses, ainsi il est observé à travers l'image satellite de 18 heures locale la présence des amas nuageux sur le nord des régions de Difa et de Zender, une masse nuageuse sur l'Aïe et la présence d'une cellule orageuse sur l'extrême nord-ouest de la Béry. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses à localement faibles sur les régions de Zender et de Maradi, le sud et le centre Ader et sur le Tamesna. Pour la matinée de demain, ce sont des activités pluvio-orageuses faibles que nous prévoyons sur le sud des régions du fleuve et une bonne couverture nuageuse sera observée sur toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Suite de ce journal avec le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui a regagné cet après-midi même Niamey en provenance de Tawa. Le chef de l'État était en vacances dans son village natal d'Andaji, dans le département d'Ilela, région de Tawa. À sa descente d'avion, le président de la République a été salué, accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, les autres membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République. Clôture cet après-midi à Maradi les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2014 du Parlement des jeunes. C'était en présence du président du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes. Un extrait du discours de clôture de la présidente du Parlement des jeunes. Que des thèmes, les uns plus riches que les autres, que des visites auprès des monuments historiques que constituent les chefferies traditionnelles, que des structures les unes plus enthousiasmées que les autres dans le travail de sensibilisation, de formation et d'encadrement des jeunes, que des visites guidées auprès de structures ayant pour vocation de prendre en charge les problèmes socio-économiques auxquels nous sommes confrontés en tant que nation. Je me dois d'être reconnaissance avortement à tous, jeunes parlementaires, car ce succès est la résultante de plusieurs volontés que je n'entreprendrai pas de citer ici de peur de ne pas arriver à être exhaustive. Cependant, permettez-moi de remercier tous ceux qui se reconnaissent dans cette œuvre et qui ont de près ou de loin contribué à l'atteinte de ces résultats. Notre séjour dans la capitale économique de notre pays a débuté il y a de cela 10 jours,
qui sort comme un seul tellement que le climat fut agréable, hospitalité chaleureuse. Ce cadre convivial est à l'actif de la population de Maradi ainsi que des autorités administratives et coutumières de la région, qu'elle trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Nous avons été aussi de très près témoins de l'abnégation avec laquelle les éminents conférenciers, les partenaires, les députés membres du réseau parlementaire en charge des questions des jeunes, les anciens députés juniors, le personnel de l'Assemblée nationale, l'administration et le personnel de l'Université de Maradi, ainsi que les accompagnatrices que nous appelons affectueusement tantis, ont conjugué leurs efforts pour partager avec nous aujourd'hui la satisfaction d'avoir accompli notre mission. Je voudrais louer leur sens du devoir et leur réitérer nos vifs remerciements. Si nous sommes convaincus qu'en agissant avec responsabilité et dévouement, nos parents se sont acquittés de leur devoir en nous léguant ainsi les valeurs qui sous-entendent une société éprise de paix, de justice et de tolérance, il nous revient à notre tour le devoir de nous convaincre que charge à nous de savoir mériter une telle confiance et surtout de ne jamais décevoir l'espoir placé en nous. Nous avons le devoir impérieux de le prouver dans nos comportements quotidiens ainsi qu'au moment inévitable où la responsabilité de la nation sera entre nos mains. Ensemble, faisons la promesse de réussir ces paris. D'ici là, nos préoccupations immédiates ne doivent pas être occultées. Il s'agit de la reprise des activités scolaires qui s'annoncent tout bientôt. Je souhaite donc plein succès à tous ainsi qu'un bon retour dans vos familles respectives. Le ministre de la Santé publique par intérim Mada Salissou a livré ce matin un message à l'occasion de la journée africaine de la médecine traditionnelle qui se tiendra demain 31 août 2014. Le thème de cette année est collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine dite conventionnelle. Dans son message, le ministre de la Santé publique par intérim a appelé les deux praticiens à travailler ensemble pour le bien du malade qui les sollicite. La situation de la médecine traditionnelle demeure très délicate car malgré toute son efficacité et son importance avérée, son intégration effective dans le système de santé des soins au Niger constitue un véritable problème car les deux médecines conventionnelles et celles dites traditionnelles évoluent de façon parallèle du fait d'une collaboration et d'une coopération encore insuffisantes. Et pourtant, la déclaration d'Alma-Ata de 1978 sur les soins de santé primaire invitait les États, notamment africains, à faire appel au personnel de santé et s'il y a lieu aux praticiens traditionnels, car de leur symbiose et de leur complémentarité dépendra l'amélioration rapide et substantielle de la santé des populations, en particulier celles rurales. Les praticiens de santé sont perçus comme des personnes ressources capables d'accompagner les patients de la recherche de solutions à leur maladie, selon des références culturelles qui font appel au physique, mais surtout au psychique et au moral, voire au spirituel. C'est cette position socio-culturelle du praticien de santé dans la prise en charge des problèmes de santé publique qui lui confère un rôle incontournable dans le cadre de la prévention et du traitement des maladies auxquelles les sociétés africaines sont confrontées. De ce fait, cette médecine traditionnelle fait partie de la culture médicale traditionnelle de nos sociétés et certains de ces praticiens sont tenus en haute estime et socialement reconnus grâce à l'efficacité de leurs remèdes. C'est pour cela que nous devons la valoriser et mettre en place les mécanismes permettant de préserver ces connaissances. Mesdames et messieurs, dans le cadre de l'amélioration de l'état de santé de la population, cette collaboration doit être envisagée dans une vision globale de complémentarité et ainsi il est important de réfléchir à l'apport concret des praticiens à l'amélioration de la qualité des soins dans un contexte où la médecine traditionnelle est un maillon essentiel de la promotion de la santé de la population. Elle doit par conséquent intégrer le système de santé de notre pays, surtout que la deuxième décennie 2011-2020 dédiée en 2011 à la médecine traditionnelle de l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé afro ont été invités
à renforcer les plaidoyers auprès des États afin qu'ils engagent des réformes juridiques courageuses devant aboutir à l'introduction judicieuse des savoirs médicaux endogènes au sein des systèmes nationaux de santé. La stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023 invite les États membres à concrétiser leurs activités autour des objectifs stratégiques comme les plans de développement sanitaire 2011-2015 qui prévoient la réglementation de la pratique de la médecine traditionnelle, le renforcement des capacités des praticiens, la mise en place d'un cadre de collaboration avec la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Et par ailleurs, c'est par le chantier de construction de Solux Hotel de Niamey et Orange Niger, la compagnie de téléphonie mobile, que le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a achevé sa série de visites au niveau des unités industrielles pour s'enquérir des conditions de travail des employés. Au chantier de Solux Hotel de Niamey, le traitement réservé aux travailleurs nigériens n'a pas du tout plu au ministre, tandis qu'à la société Orange Niger, il n'a pas caché sa satisfaction. Gérard Abdelaziz est à côté de Wakalassan. Pour cette troisième et dernière journée de visite au niveau des unités industrielles pour s'enquérir des conditions de travail des employés, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale s'est rendu d'abord sur le chantier de construction de Solux de Niamey, un hôtel 4 étoiles de 245 chambres qui va renforcer la capacité d'accueil de la capitale nigérienne. Seulement ici, le salaire des 165 Chinois qui travaillent et dont certains ne se sont pas encore déclarés à l'ANPE et à la CNSS varie de 275 000 à 400 000 francs CFA, tandis que la rémunération la plus élevée de 230 Nigériens est de seulement 100 000 francs CFA. Vous avez pu remarquer avec nous qu'il y a un certain nombre de manquements à ce niveau-là par rapport aux dispositions de notre Code du travail, à savoir la déclaration des travailleurs et les conditions de rémunération des travailleurs et un certain nombre en tout cas de manquements qui sont afférents à cette disposition-là. Nous avons fait des recommandations nécessaires pour que les responsables puissent se conformer à la législation nigérienne. À Orange Niger, où il est allé en dernier lieu, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a visité d'abord le nouveau site central 948 situé à Yantala, puis la boutique du Rond-Point Plateau et enfin le nouveau siège d'Orange Niger. Partout où il est passé, Salif Saada a été impressionné par le cadre de travail qui est agréable et accueillant. Orange Niger, qui a débuté en 2008, est déjà à 671 emplois directs, dont 341 permanents, dont la moyenne d'âge est de 33 ans, 30 000 emplois indirects. Et mieux, son personnel est à plus de 95% nigérien et bénéficie de l'attention requise en matière de sécurité sociale, même si les délégués du personnel ont relevé une préoccupation, celle de la gestion de la carrière. De manière générale, en tout cas, nous sommes satisfaits de cette visite. Nous sommes contents de découvrir qu'il y a des volontés, il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour s'inscrire véritablement dans le respect des dispositions de notre Code du travail. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça la préoccupation que nous avons, que nous partageons avec Orange Niger. Nous ne pouvons que les féliciter et les encourager à aller dans ce sens. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salif Saada, marque une pause dans sa série de visites de constat des conditions de travail au niveau des unités industrielles. Les employeurs ont à se conformer à la réglementation en vigueur, notamment le Code du travail, car à sa prochaine étape, il viendra en gendarme. La directrice du cabinet du Premier ministre a procédé hier après-midi à Niamey à la clôture des travaux du séminaire de formation du cadre de la cellule de suivi des actions gouvernementales CESAG. Cette formation visait à renforcer les capacités des cadres de cette cellule. Une remise des attestations de formation a sanctionné la fin de cette cérémonie. Djouari Siaka et Bachir Harouna. Du 25 au 29 août 2014, les cadres de la cellule du suivi des actions du gouvernement et les répondants dans les ministères ont bénéficié des formations en gestion axée sur les résultats, GAR, en suivi-évaluation, en élaboration de rapports analytiques. Cette formation de 5 jours avait pour but essentiel d'outiller ces cadres. Vous avez reçu un certain nombre d'outils. Au cours des débats, vous avez fait des propositions concrètes dont la mise en œuvre vont certainement contribuer à un meilleur suivi de l'action gouvernementale, mais aussi à une meilleure évaluation
de la performance de notre pays. La représentante du Premier ministre s'est réjouie de cette formation. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, après avoir présenté sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, a mis en place une cellule de suivi de l'action gouvernementale afin de rendre compte régulièrement au peuple nigérien de l'état de mise en œuvre des engagements contenus dans cette déclaration. Cette cellule est aujourd'hui au cœur de la mise en œuvre de l'action gouvernementale. C'est pourquoi nous nous réjouissons fortement de la tenue de la formation des cadres de cette cellule et d'une partie de leurs répondants à la technique de reporting et de suivi et d'évaluation, formation qui aura sans nul doute pour effet d'améliorer leur performance. Cette formation a été bénéfique pour nous dans la mesure où elle nous a permis quand même de recadrer, de connaître et de faire la différence entre certains concepts liés au suivi et à l'évaluation. Et également, elle nous a permis quand même de comprendre comment il faut évaluer et les différentes étapes en matière d'évaluation. Et enfin, elle nous a permis de savoir ce que c'est qu'un rapport analytique de performance. Presque une vingtaine de ministères étaient concernés. On peut citer en exemple celui de l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique, l'environnement, les finances et l'intérieur. À l'intérieur du pays, la région de Maradi, après la commune rurale de Kornaka, la délégation conduite par la conseillère spéciale du Premier ministre chargée des affaires humanitaires s'est rendue dans la commune rurale de Meijirgi, dans le département de Tassawa. Madame Yahya Sadatou a procédé au lancement de la distribution de l'aide du gouvernement aux sinistrés de la commune suite aux inondations. Adine Agalas et Sanoussi Garba. Dans la commune de Meijirgi, dans le département de Tessawa, la pluie enregistrée le 9 août dernier a provoqué l'effondrement de 168 maisons se trouvant dans le lieu d'un courri qui traverse le village. Du coup, soit 12 personnes sont touchées. L'on dénombre 222 personnes relogées dans des familles d'accueil. 21 autres ménages restent sans abri. À Meijirgi, les inondations ont malheureusement fait un mort et un blessé grave, aujourd'hui rétabli. La mission de la conseillère du Premier ministre aux Affaires humanitaires a visité les ruines des maisons effondrées et a transmis aux sinistrés la compassion du Premier ministre Birji Rafini. La délégation s'est également rendue au siège de la mairie pour s'assurer de l'effectivité du tournage des céréales et autres non-aliments destinés aux personnes sinistrées de la commune de Meijirgi. Ici, 10 tonnes 3 de 1000 sont disponibles pour l'ensemble des ménages recensés. Les bâches, nattes, jerrycans et autres moustiquaires offerts par les partenaires de l'État comme l'UNICEF sont aussi disponibles proportionnellement au nombre de ménages. Au lancement de la distribution, les uns et les autres ont exprimé leur gratitude au gouvernement qui n'a de cesse à appuyer les populations dans toutes les situations. Aussi, le secrétaire général du gouvernorat Yahya Goudi a-t-il au nom des populations bénéficiaires remercié la primature dont la cellule crise alimentaire et gestion des catastrophes ne ménage aucun effort pour venir en secours aux victimes des catastrophes et autres aléas au moment opportun. La conseillère du Premier ministre aux Affaires humanitaires a attiré l'attention du comité en charge de distribuer l'aide sur la transparence et l'équité qui doivent être mises en avant dans leur travail. Le préfet de Tessawa abondera dans le même ordre d'idée pour en effet mettre en garde contre toute velléité. Il faut enfin retenir que dans la région de Maradi, 44 villages et communes ont été touchés par les inondations et en fait 14 décès par effondrement, 6 par noyade et 15 blessés dont 7 graves. Restons dans cette région avec cette annonce à la tête de la communauté urbaine de Maradi après la révocation du maire Kassoumaman Mokhtar. Un nouveau président du conseil de ville a été élu. Ayouba Moussa a été porté à la tête du conseil de ville à l'issue d'un scrutin qui a réuni les 19 conseillers élus pour départager 3 candidats. Nous y reviendrons plus en détail avec Adine Agalas dans notre édition de demain. Ouverture ce matin des assises de la 3e Assemblée générale du réseau des femmes pour la paix, PREFEPA, des assises soutenues par la ministre de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant, l'ONG internationale Oxfam et la haute autorité à la consolidation de la paix. Je suis Namoussou Hamidou Abdoulaye. Cette 3e Assemblée générale du réseau des femmes pour la paix, REFEPA Niger, se prête au contexte dans une Afrique de l'Ouest secouée par des conflits. Le REFEPA Niger va donc naturellement définir clairement les nouvelles stratégies à adopter
pour une bonne prévention et un meilleur suivi des conflits dans un contexte compliqué et instable avec peu de ressources financières selon la coordonnatrice du réseau. Mais l'aspect développement n'est pas occulté. L'accès des femmes au foncier fera également objet de débat. Le REFEPA a d'ailleurs un projet sur le sujet appuyé par l'ONG canadienne Oxfam. Les femmes elles-mêmes, jusqu'ici, à cause de mauvaises interprétations des textes religieux, ne pensent pas, ne savent pas toutes que nulle part le Coran n'interdit pas à la femme d'avoir accès à la terre. 1. 2. Que la femme a une part dans l'héritage, qu'elle soit la moitié de la part de l'homme, soit, mais au moins qu'on lui donne ça déjà. Et comme ça, elle va s'organiser pour voir comment mettre cela en valeur. C'est ça qui nous intéresse. La Haute Autorité à la consolidation de la paix manifeste aussi de l'intérêt au projet du REFEPA Niger. Ce projet épouse les 3 axes d'intervention de l'institution, notamment l'axe sécuritaire, la prévention et gestion des conflits, mais surtout l'axe de développement qui finance des micro-projets, une opportunité pour ces femmes. Occasion pour la représentante du ministre de la Promotion de la Femme de rappeler que l'accès à la terre est un facteur de production de paix familiale et communautaire. Pour nous, la promotion de la citoyenneté inclusive, du genre ainsi que celle de la justice dans l'accès de la femme à la propriété financière et à la gestion de la terre en milieu rural constituent des facteurs importants de la promotion du développement économique et social. Au cours de ces assises, le REFEPA Niger va également définir le programme de travail du réseau sur les 2 prochaines années et examiner la possibilité d'unir ses efforts avec d'autres réseaux de femmes, tels le réseau des femmes anciens ministres et parlementaires. L'ouverture à Niamey également d'un atelier national de concertation État-organisation de la société civile sur la politique nationale en matière de protection de l'environnement. L'objectif visé est d'analyser le goulot d'étranglement qui entrave la mise en œuvre de la politique environnementale dans notre pays. Sekinatou Abdou et Mohamed Adamou. Cet atelier est organisé par 3 organisations de la société civile active dans le domaine de l'environnement, à savoir l'Association nigérienne des scouts de l'environnement, la Convergence pour le développement à la base et Support Global. Financé par le programme d'appui à la société civile PASOK 2, cet atelier vise à analyser les goulots d'étranglement qui entravent la mise en œuvre de la politique environnementale au Niger. Permettez-moi de souligner la responsabilité de la société civile face aux atteintes intolérables contre l'environnement. Les organisations de la société civile agissent aux côtés de l'État en faveur des actions de développement. Le présent atelier est une action concertée entre acteurs non gouvernementaux et acteurs gouvernementaux compétents et actifs sur les questions environnementales au Niger. Il a été possible grâce à l'appui combien précieux du PASOK. Selon le directeur général adjoint des eaux et forêts, le choix du thème, la politique nationale en matière de protection de l'environnement est d'une importance capitale. La protection de l'environnement occupe aujourd'hui une place de choix dans la mise en œuvre du programme de renaissance du Niger de son Excellence M. Issou Mamadou, notamment à travers le plan de développement économique et social 2011-2015 et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui constitue son outil opérationnel pour le secteur du développement rural. Les participants auront à analyser les défis environnementaux et proposer des axes d'amélioration des cadres d'intervention pour une bonne mise en œuvre de la politique en matière de protection de l'environnement. Restons dans le domaine de l'environnement avec le réseau de gestion des risques hydrométéorologiques dans les villes africaines qui organise un atelier de sensibilisation des élus locaux. Objectif, sensibiliser ces élus locaux sur les questions du risque d'inondation dans les villes nigériennes. Salamatou Maman Rabiou et Hadiza Hamidine. Cette rencontre entre dans le cadre des activités initiées par le réseau de gestion des risques hydrométéorologiques dans les villes africaines RIVA en collaboration avec le dispositif de gestion des crises alimentaires. La rencontre d'aujourd'hui consiste à sensibiliser les élus locaux sur les risques de catastrophes liées aux inondations auxquelles sont exposées nos villes. L'objectif, c'est de permettre de
revoir la question dans le fond pour pouvoir les sensibiliser et qu'ils comprennent leur rôle réel dans la gestion de ces risques-là. Le résultat que nous attendons, c'est que les participants soient à même d'avoir un réflexe dans la prévention et dans la gestion des risques. Nous souhaitons que, à la longue, que dans les villes africaines, qu'il y ait une bonne résilience du moment où nous savons que les villes africaines sont exposées à des risques hydrométéorologiques. Et le Niger est un cas particulier. Nous vivons ces risques-là depuis des années. Et il faudrait absolument que les chefs de quartier et les élus locaux soient à même d'être spontanés dans le type de gestion de ces risques-là. Et il faudrait qu'ils comprennent leurs responsabilités et leur rôle et qu'ils arrivent à les assumer. Au cours de cette journée, les participants à la formation seront informés sur l'existence du réseau et sa mission ainsi que sur les questions de catastrophe. Ils seront également conscientisés sur le rôle prépondérant qu'ils doivent jouer pour protéger les villes contre les inondations. Retour à l'intérieur du pays, dans le cadre de la rentrée scolaire 2014-2015, le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Diabri, vient de réceptionner un lot de fournitures scolaires au profit des élèves de la région. Sabi Bouda Jibono. Il s'agit des premiers lots de fournitures destinés aux élèves du secondaire de la région de Tillabéri, constitués de cahiers. Des gros porteurs continuent d'acheminer ces fournitures stockées en attendant leur répartition. Au niveau de la direction régionale de l'enseignement primaire qui a déjà reçu l'essentiel de ces fournitures, on s'attelle à leur distribution dans les inspections et les préparatifs de la rentrée se poursuivent normalement. Au niveau de la région de Tillabéri, je puis vous assurer qu'à cette date, les fournitures scolaires sont disponibles au niveau de toutes les inspections. Et ma foi, des fournitures scolaires qui ont disparu de longue date sont actuellement disponibles au niveau de ces inspections. Je vais parler par exemple des balances, des compendiums métriques et que sais-je encore. Et ces fournitures constituées de matériel individuel et collectif pourront couvrir largement 2 trimestres au titre de l'année scolaire 2014-2015. Donc c'est le lieu vraiment de remercier les autorités de la 7e République pour cette implication et pour ce constant souci du rayonnement de l'école nigérienne. Au niveau de la direction régionale de l'enseignement secondaire, le gouverneur Assimi Diabri a donné des instructions pour que tous les départements et toutes les inspections soient dotés rapidement de leur fourniture au plus tard le 15 septembre, c'est-à-dire 2 semaines avant la rentrée. Ici également, les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions. Dans la répartition, chaque élève cette année, au niveau du collège, ceux de 6e, 5e vont recevoir 10 cahiers. De 6e en 3e, ils vont recevoir 10 cahiers chacun. De seconde en terminale, ils vont recevoir jusqu'à 13 cahiers. À cela, il faut ajouter les kits qui sont prévus pour les établissements, à savoir les règles, les équerres, les seaux, et les kits qui sont prévus pour les classes, à savoir les ardoisines, les compas,